Société. Sensibilisation sur les droits de l'enfant à Pointe-Noire. Les journalistes invités à accompagner les œuvres de SAMU Social. Cette invite a été faite ce mercredi 2 novembre 2022 au siège de SAMU Social Ampita, non loin du rond-point Bunzi, dans l'arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les droits de l'enfant. Ainsi, l'adresse aux journalistes est prélude à la journée de la célébration de la Convention internationale des droits de l'enfant célébrée chaque 23 et chaque 20 novembre. Quel sens a donné à l'atelier de sensibilisation sur les droits à la protection des enfants et jeunes en situation de rue? Élément de réponse avec Benoît Box, directeur de SAMU Social Pointe-Noire et organisateur de la dite rencontre. Dans le cadre de la visite que vous nous faites aujourd'hui pour la promotion de la protection de l'enfance et l'approche de droit, pour travailler en représentation de la société civile, mais aussi avec toutes les institutions partenaires qui nous accompagnent. Les journalistes venus de tous les organes de presse ont suivi avec attention le panel sur les droits des enfants et des jeunes en situation de rue. Ce panel, animé par Régis Samba, communicateur principal de SAMU Social, a eu des cadres de marque, à savoir Jessica Goma Mamoni, procureur de la République près le tribunal pour enfants, Herrera Bissikumunu, psychologue SAMU Social, Arlen Tonta, directeur des opérations de la dite structure. Média Plus Océan vous fait vivre l'ambiance instructive de ce panel. Les principaux droits que l'on reconnaît aux enfants. Est-ce que l'ensemble des journalistes ici présents peuvent savoir les principaux droits que l'on reconnaît aux enfants? Alors, pour répondre à cette question, je vais encore une fois de plus me baser sur les deux textes que nous avons cités. Alors, le droit d'avoir un nom, d'avoir une nationalité, d'avoir une identité, un acte de naissance. Le droit à la santé implique le droit d'être soigné, d'être protégé des maladies, le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit à l'éducation, donc le droit d'aller à l'école, le droit à la dignité, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance, de toute forme d'abus et d'exploitation, le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté d'information, le droit au repos, le droit de jouer, le droit d'avoir des loisirs, le droit d'avoir une famille, le droit de dire non au mariage et au pré-mariage. Pour ne citer que cela, évidemment, il y en a plus. C'est pour cela que je recommande à chacun encore de regarder l'article 13 de la loi 4 et à partir de l'article 7 et suivant de la Convention internationale relative aux droits des enfants. Est-ce que tous les enfants bénéficient ou encore bénéficient de cette protection, enfin de ces droits? Les enfants ont des droits. Donc, les différents textes reprennent les droits des enfants. En comprenant que tous les enfants ont des droits, est-ce que nous les respectons? Il faut dire que tous les enfants, quelle que soit sa vulnérabilité, ne bénéficient pas de tous les droits, malheureusement. Voilà. Donc ici, si nous voulons plus parler des enfants qui vivent dans la rue, donc le fait qu'ils sont dans la rue, ça montre bien qu'ils sont l'objet des privations de droits. Donc rien qu'à ce titre-là, on comprend qu'il y a des enfants qui sont marginalisés, il y a des enfants, par exemple, qui sont dans la rue, qui ne bénéficient pas du respect des règles. On se rend compte que les enfants qui sont en rue, nombreux, n'ont pas des actes de naissance, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas droit à l'identité, donc ils n'ont plus ce droit à l'identité. C'est une différence. Ils ne vont pas à l'école, donc ils ne bénéficient plus du droit d'aller à l'école. Ils n'ont plus de droit, ils sont en rue, donc ils ne bénéficient plus du droit de protection. Et là, c'est la différence en fait qu'on peut se faire de ces enfants. Les enfants qui sont en rue sont dépourvus de tous ces droits-là parce que nous, la société, nous ne venons plus à leur apporter ces droits. Et donc, on peut se le dire aussi, dans les programmes, par exemple, nationaux qui existent, lorsqu'il s'agit de la vaccination, par exemple, ces enfants ne bénéficient pas de ces programmes-là. Et donc, c'est pourquoi nous martelons sur les enfants de la rue, pour que nous tous nous soyons au courant des droits qui ne bénéficient plus étant en rue. Des journalistes se sont renseignés davantage sur les questions juridiques.
psychologique et sociale de l'enfant. Et quand nous sommes devant ce genre d'acte, il faut dire que, oui, évidemment, nous sommes choqués parce que la criminalité, ça choque forcément. Et tout à l'heure, on a dit que les enfants sont censés être des êtres qui sont particulièrement vulnérables. Donc oui, le fait d'avoir des enfants qui commettent des actes de nature criminelle, oui, forcément, c'est triste et c'est choquant, on doit se le dire. Il faut savoir que c'est un phénomène qui ne devrait pas non plus tellement nous surprendre. Pourquoi? Parce que le Code de procédure pénale qui organise l'existence du tribunal pour enfants et le fonctionnement du tribunal pour enfants avait prévu que des enfants pourraient commettre des actes de nature délictuelle ou criminelle, des actes qui sont prévus et punis par la loi. Et donc, le Code de procédure pénale a organisé la façon dont les enfants devraient être jugés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un tribunal pour enfants. Mais avant qu'ils vivent dans la rue, ces enfants étaient en famille. Et en famille, ces enfants ont subi des violations de droits, des privations de droits, et tout type de violences. Et ça veut dire qu'en ce moment, nous parlons qu'il y a des enfants qui sont même en famille, qui sont violentés, où les droits ne sont pas respectés. Et le fait qu'ils sont pas, les droits des enfants sont violentés, et le fait qu'ils subissent des privations de droits, ce sont ces situations qui les précipitent dans la rue. Moi, je suis psychologue, donc je fais un tableau différentiel pour pouvoir apporter des éclaircissements. S'il faut parler des enfants de la rue, on ne devrait pas les assimiler aux bébés noirs. Parce que les enfants de la rue, on se rend compte de ce que venait de dire M. Alissi, ils ont traversé des violences en famille. Et c'est ces violences qui ont fait qu'ils se retrouvent en rue. Et une fois qu'ils sont en rue, pour certains, ils sont en rupture familiale définitive. Et pour les autres, c'est en rupture familiale progressive. Ces enfants, c'est difficile qu'ils se retrouvent en famille. Ils vivent en rue. Ils mettent en place des mécanismes de survie en rue. Et donc, ces mécanismes, c'est ce qu'il venait de dire, commettre des larcins, des petits vols. Et lorsque la police arrive, par exemple, en rue, ils le retrouvent dans la rue. Ils ne peuvent plus s'échapper parce qu'ils sont dans la rue. Alors, lorsqu'on parle du phénomène bébé noir, on se rend compte, s'il faut qu'on se dise les vérités ici, c'est des enfants et des jeunes qui vivent dans les familles. Quand on tue, par exemple, un bébé noir, on se rend compte de ses parents, parce qu'on va organiser une veillée mortuaire, par exemple. Mais lorsqu'il s'agit d'un enfant de la rue, personne ne se rend compte. Ça, c'est un élément d'éclaircissement et de différenciation. Les enfants, lorsqu'on parle du phénomène bébé noir, par exemple, pour faire la différence encore, c'est des enfants qui ont un mode opératoire qui est bien organisé. Mais alors, du tableau de désocialisation que traversent les enfants en situation de rue, n'ont plus assez d'énergie parce que les rapports au temps sont modifiés, donc il n'a plus de lien avec le temps. Difficile de pouvoir organiser un acte comme le font les enfants, le phénomène dit bébé noir. Et par là, on peut se rendre compte que lorsque ces enfants descendent dans la rue ou dans les quartiers pour commettre des actes de vandalisme, la police arrive, ils ne les retrouvent plus, puisqu'ils sont logés, ils sont donc en famille, et donc ils repartent en famille. Mais les enfants qui payent, ce sont les enfants qui sont en rue, les enfants de la rue qu'on appelle les enfants de la rue, parce qu'eux, ils ne peuvent plus rentrer en famille. Et c'est pourquoi, souvent, on les assimile, on pense que ces enfants de la rue sont des bébés noirs. Alors, un autre point, ces enfants de la rue peuvent être aussi utilisés par les bébés noirs, c'est-à-dire ils deviennent des victimes, parce que ces enfants n'ont plus la capacité de faire valoir leurs droits, les enfants de la rue, n'ont plus ces capacités en fonction de ce qu'ils ont traversé, des violences, des traumatismes. Étant donné qu'ils n'ont plus cette capacité de faire valoir leurs droits, ils peuvent être facilement utilisés, ils deviennent des victimes. Et ça aussi, c'est un élément de différenciation. Donc, il faut qu'on fasse attention lorsqu'on veut assimiler les enfants de la rue aux bébés noirs. Ça n'empêche pas que les enfants de la rue deviennent des bébés noirs, mais au départ, ces enfants ne sont pas des bébés noirs. En 16 ans d'existence, SAMU Social a déjà identifié 3100 enfants et jeunes vivant en situation de rue. La protection des droits de l'enfant est le grand combat que mène SAMU Social ensemble avec ses partenaires.
Mais quels sont les défis majeurs auxquels les acteurs de SAMU social doivent faire face pour que ces activités caritatives soient pérennes? Benoît Box s'étale. Les enjeux, le vrai défi pour une organisation nationale, locale, ici, va être d'être en lien avec les politiques nationales et les politiques locales. La problématique des enfants des rues, ou enfants en situation de rue, ça dépend quelle est l'expression, devient de plus en plus un problème local. C'est-à-dire que ce sont des parcours de vie familiale brisés, et on sait que la période qui vient de passer a largement abaissé le filet social. C'est-à-dire qu'on va retrouver de plus en plus, nous, à notre niveau, des enfants qui sont en situation de handicap, par exemple, pour lesquels on n'a pas forcément la structure bien précise, parce que ce sont des configurations de prise en charge qui demandent une certaine formation, que ce sont des prises en charge à long terme. Donc là aussi, on est sur des principes où on va devoir réfléchir à savoir quelles sont les limites de notre action. Et ça, on ne peut le faire qu'avec les pouvoirs publics, que ce soit les affaires sociales ou la santé. Il y a d'autres défis auxquels on fait face, et l'histoire très très récente nous l'a montré, ça va être des défis de santé. Les problématiques d'enfants des rues sont extrêmement vulnérables à des situations d'épidémie. Il y a eu le Covid, mais il y a eu aussi plus récemment la rougeole. Et ça, on a besoin de plus en plus d'être dans une logique, pas simplement de soins en rue comme on le fait, parce qu'il y a un infirmier ou une infirmière qui est dans un véhicule et qui apporte des premiers soins, des soins d'urgence, mais aussi dans une logique de surveillance. C'est une population qui échappe un peu au contrôle parce qu'elle est assez méfiante et de toute façon, elle ne se présentera pas d'elle-même à un centre de santé. Donc on a aussi ces réflexions-là qui sont en cours avec les districts sanitaires pour voir comment nous on s'adapte et jusqu'à quelles limites on va être capable aussi d'intervenir. Dans sa communication, Régis Samba a informé les journalistes de la marche de solidarité contre la violence à l'endroit des enfants ce vendredi 18 novembre 2022. À cette occasion, l'ensemble de SAMU social présentera les civilités à Evelyne Titielé, présidente du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire. Pour votre gouverne, le SAMU social de Pointe-Noire est né en 2006 sous l'impulsion de la municipalité de la dite ville et du SAMU social international. Le SAMU social lutte contre l'exclusion sociale des enfants et jeunes en situation de rue.